Bonjour à tous, je m'appelle Pater Noster Sirondo. Je vais vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitule La mise en place d'un système de surveillance syndromique des maladies infectieuses au Gabon. Les maladies infectieuses, elles sont causées par l'infection d'un agent pathogène du genre virus, bactérie, parasite ou champignons. Ces maladies, elles sont transmises de façon directe ou indirecte d'individu humain à individu humain et peuvent avoir un intermédiaire autre que l'homme. Ces maladies infectieuses induisent des symptômes. Ces symptômes qui sont généralement accompagnés de fièvre. À l'exemple, on va avoir une fièvre accompagnée d'éruptions cutanées maculeux-papuleuses, ensuite avec une toux ou une diarrhée. Tout ceci pour donner par exemple un syndrome fébrile. Elles sont responsables de 12,2 millions d'une mortalité de 12,2 millions de décès dans le monde. Elles occupent ainsi la deuxième place après les maladies cardiovasculaires. Ces maladies infectieuses ont besoin qu'on puisse mettre des stratégies en place pour pouvoir mieux les surveiller, d'où la surveillance syndromique. La surveillance syndromique qui est par définition le suivi des indicateurs épidémiologiques, que ce soit en temps réel ou proche du temps réel. Tout ceci, c'est dans le but de déterminer des événements habituels ou inhabituels plus tôt que cela est prévu. La surveillance syndromique a montré ses preuves depuis les années 1999-2000, avec la détection des épidémies de grippe au Canada en 2003 et partout ailleurs dans le monde. De nos jours, de nouvelles maladies infectieuses émergent ou réémergent de façon permanente, plus dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. Mais cependant, le risque épidémique demeure, touche d'abord les pays en voie de développement. Donc, un nouveau concept pour une idée ancienne qui n'est rien d'autre que la veille sanitaire. Donc, au Gabon, nous avons un système de surveillance des maladies et de la riposte, donc qu'on appelle la SMIR. Ce système est installé dans tous les pays à ressources limitées. C'est un système qui englobe toutes les données et déclare les données par semaine. Donc hebdomadairement, on déclare les données. Aussi, au niveau du Gabon, ce système qui est au niveau de la surveillance a un gros souci, c'est qu'on estime que plus de la moitié des données qui sont disponibles ne sont pas collectées et que plus de la moitié des données potentiellement collectées ne sont pas transmises au niveau central. Donc, ce qui implique que le système aujourd'hui de surveillance n'agit pas correctement et que les cas ne sont pas déclarés à temps. D'où nous nous sommes posé la question de savoir si au niveau du Gabon, on estime que ces maladies ont un poids lourd et très important. Donc, on s'était donc posé la question de l'efficacité du système et de la nécessité non seulement d'évaluer ce système, mais aussi de proposer une alternative. Donc, nous avons mis en place un système de surveillance syndromique, d'où nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que l'approche syndromique pour la surveillance peut-elle détecter plus rapidement que l'approche standard? Et d'une part, et d'autre part, nous avons de déterminer l'existence des phénomènes de santé passés inaperçus par une analyse rétrospective des données. D'où l'objectif principal de ce travail était d'optimiser l'insertion d'une veille sanitaire en relais afin d'améliorer la surveillance des maladies infectieuses au Gabon. Et comme objectif spécifique, nous avons analysé l'impact de la variabilité de ces maladies infectieuses, développé de nouvelles stratégies de surveillance pour les MIP, donc les maladies infectieuses à potentiel épidémique, proposer la création d'une base de données nationale qui n'existe pas et proposer également une amélioration de la surveillance épidémiologique par l'interconnexion des dispositifs existants au Gabon.
d'où la mise en place d'un système de surveillance syndromique que nous avons nommé SUSIMIP, donc qui signifie SU, c'est surveillance, SY syndromique, MIP, donc M, maladie, I, infectieuse, P, potentiellement, et E, épidémique. Donc, ce système a été mis en place dans 4 grandes structures au niveau du Gabon. Ces structures nous permettent d'avoir des données en temps réel. Donc, ces données sont prises au niveau des services des urgences et pédiatriques, aussi dans les cliniques et dans les cabinets de soins infirmiers privés. Nous avons la particularité de ce système, c'est que nous n'avons pas demandé de nouvelles données, non, nous utilisons uniquement des données déjà disponibles dans les services des urgences, ce qui nous a permis d'avoir un gain en temps et de permettre à ce qu'on n'ajoute pas du travail aux professionnels de santé qui ont déjà beaucoup à faire que d'enregistrer des données. Donc, et les sources d'information que nous utilisons, c'est comme je viens de dire, c'est une information déjà disponible auprès du personnel soignant. 2 impératifs pour faire fonctionner ce réseau, c'était les données transparentes. Il fallait avoir une transparence dans les données et aussi en temps réel, que ces données soient uniquement en temps réel. Si c'est des données rétrospectives, on ne prenait pas dans l'étude, on prenait des données uniquement en temps réel. Le nombre d'établissements participant à ce réseau, comme je le disais tout à l'heure, il y a 4 grands hôpitaux, donc à Libreville, à Koulamoutou, à Gamba et à Oyem. Donc on a essayé de quadriller un tout petit peu le pays, le nord, le sud, l'est et l'ouest, en prenant ces établissements au préalable qui avaient accepté de participer à une étude pour la surveillance des maladies infectieuses. La transmission des données, elle a commencé depuis janvier 2016 dans ces différents établissements. Et aujourd'hui, le nombre d'établissements dans le réseau, inscrits dans le réseau, de janvier à octobre 2016, on en avait 4 établissements, mais depuis le printemps 2017, nous avons 6 établissements qui se sont rajoutés au réseau et qui nous transmettent les données journalièrement. Nous avons peu de problèmes de transmission de données. Donc, cette étude a été réalisée au Gabon, dans 4 sites. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, vous avez OEM dans le nord, vous avez Libreville, Gamba et Koulamoutou. Donc, ces 4 sites-là font partie du réseau SUSIMIP pour la surveillance des maladies infectieuses. Cette étude a été réalisée de janvier à octobre 2016. C'était une étude transversale, descriptive de type multicentrique, qui a été réalisé dans tous les différents centres. Ce travail a porté sur une période relativement je peux dire, moins d'une année, voilà, tout simplement pour évaluer la faisabilité, en fait. Cette étude a été mise en place pour évaluer la faisabilité de ce système. Et nous avons eu un recueil de données en plusieurs étapes, était considéré comme cas tout patient présentant une fièvre d'apparition brutale supérieure à 38 degrés. Donc, au sein de la méthodologie utilisée, les médecins participants au réseau en numéro 1 recevaient les patients. Lorsqu'ils recevaient les patients, en numéro 1 ici, au cours de la consultation, les médecins expliquaient aux patients exactement le but de l'étude et faisaient signer aux patients le consentement éclairé. Aux patients et aux tuteurs faisaient signer le consentement libre éclairé aux patients. À l'issue de cette consultation, donc de l'examen clinique, les médecins présentaient aux patients la fiche, donc le questionnaire qui était rempli par les médecins et par le tuteur ou le malade lui-même. Sur cette fiche, on avait des données. Voici le questionnaire ici. On avait des données sociodémographiques et puis nous avons des données cliniques. Et à la fin de la fiche, nous avons ce que nous avons appelé le diagnostic syndromique retenu par le clinicien. Donc, c'était impératif que le médecin mette à la fin de la fiche le diagnostic syndromique retenu
pour que nous, c'est en fonction de ce diagnostic syndromique que nous enregistrons les patients dans les cases. Donc, à la partie 2, nous avons tous les différents établissements. Dans chaque établissement, du moins, nous avons mis un responsable par site. Et ce responsable, en fin d'après-midi, nous envoyait des données codées. Donc, partie 2, ces données étaient codées et il nous les envoyait par SMS, via SMS. Et au début de l'étude, nous avons remis à chaque site un téléphone pour l'étude spécifique. Donc, en termes d'envoi, quand chaque site envoyait, on savait effectivement que c'est tel site qui envoie parce que c'était codé. Chaque téléphone était codé en termes de numéros. Donc, sur cette notification que les médecins nous envoyaient, on avait en 1 tout ce qui était syndrome algique, le 2 représentait tout ce qui était syndrome respiratoire, le 3 représentait tout ce qui était des syndromes diarrhéiques et le 4 représentait autres, donc qui était tout simplement par exemple un AVP, un accidenté de la voie publique qu'on emmène aux urgences, on ne devrait pas l'enregistrer, ou quelqu'un qui venait pour un rendez-vous paramédical, on ne devrait pas l'enregistrer dans l'étude. Et aussi, il faut préciser que lorsque les médecins responsables des sites sentinelles envoyaient les données, ils ne mettaient pas 1 égale 10, qui veut dire par exemple 1 représente 10 syndromes algiques. Non, ils nous mettaient 1.10. Ce qui fait en sorte que s'ils se trompaient en cas d'envoi, même si vous recevez le texto, vous ne savez même pas de quoi il s'agissait en fait. Il n'y avait rien de clinique sur le texto. C'est nous qui savons ce qu'il fallait écrire. Donc on mettait 1.10, 2.3 par exemple, 3.1 et 4.2. Et nous, en fonction de cela, ces données arrivaient au niveau, à la partie 3, ici, ça arrivait au niveau du serveur du SUSIMIC qui se trouve à l'unité d'épidémiologie au CIRMF, au Centre international de recherche médicale à Franceville. Et ces données, lorsqu'elles arrivaient au niveau du serveur, elles étaient saisies, traitées et à la recherche d'erreurs ou de données manquantes, de données erronées. À la suite de cela, lorsque nous constatons qu'il y avait des données manquantes ou des données erronées, nous recontactons directement le site pour en savoir plus. Et puis, lors de ma tournée dans les établissements, parce que je faisais une tournée mensuelle, je regardais pour aller vérifier auprès des médecins les registres de consultation, les registres d'hospitalisation et même au niveau du laboratoire, les registres par rapport aux résultats que le laboratoire donnait. À la suite de cela, lorsque nous remarquons qu'il y a une alerte que nous signalons en fonction des données hospitalières, parce qu'on comparait avec les données hospitalières qu'ils avaient au préalable dans les registres. C'était vraiment un gros boulot. Il fallait retravailler sur leurs données rétrospectives pour pouvoir comparer à l'année à laquelle nous avons travaillé, donc l'année 2017. Lorsque nous remarquons qu'il y avait une alerte, un décalage par rapport aux courbes, donc nous signalons aux directions régionales de la santé de chaque département et les directions régionales de la santé de chaque département. Nous étions aussi en relation avec le ministère de la Santé du Gabon qui faisait la rétro-information. Comme vous voyez, j'ai mis ici 5, 4 et qui redescendait comme suit. Le ministère de la Santé renvoyait l'information aux directions régionales au niveau du CIRMF, et puis nous au CIRMF, on renvoyait l'information à tout le réseau. Les résultats obtenus de cette étude sur 5348 consultants dans les différents établissements, nous avons obtenu de la période du 1er janvier au 31 octobre 3816 patients, rien que des syndromes algiques, qui représentaient la grosse part, plus de 70% de cette étude. Donc, 1053 patients avec des syndromes respiratoires et 479 avaient uniquement des syndromes diarrhéiques avec une moyenne d'âge de 30 ans et un sexe ratio de 1.10. Les résultats de cette étude nous montrent que le taux de consultation le plus élevé a été enregistré dans la structure qui se trouvait au niveau du Haut-Ogooué, donc à Koulamoutou, avec 1502 patients. Spécialement dans cet hôpital, les syndromes algiques représentaient 80%.
et les syndromes respiratoires 11%. Les syndromes diarrhéiques, par contre, étaient égales à la moyenne de tous les centres. Donc, dans tous les centres, nous avons eu les syndromes diarrhéiques, 9%. Et dans cette ville également, on avait aussi 9% de syndrome diarrhéique. Ici, nous avons colligé les sexes et en fonction de l'âge. La distribution parmi les patients enrôlés dans notre étude, 23,5% des patients, comme vous pouvez le voir ici, avaient moins de 20 ans, ou du moins c'était dans la tranche de 11 à 20 ans, ce qui représentait le taux le plus élevé ici des patients ayant consulté dans les différents centres. À la suite de cela, donc c'est le taux le plus touché des patients. Par contre, le recours aux urgences était à prédominance masculine. Comme vous pouvez le voir, en dehors, à partir de 70 ans, nous avons 4,5% de femmes qui ont fréquenté les structures hospitalières. Nous avons ici la distribution des patients en fonction des sites. Le premier site, ici, la majorité des patients, comme je venais de le dire, avaient consulté dans le Gouelolo, donc à Koulamoutou, au centre hospitalier régional Paul Mukambi, qui représentait 28,8%, soit avec une suite de des trois établissements suivants, donc l'Estuaire, Libreville, Ogooué-Maritime, Gamba, Wellentem, OIM, avec respectivement 24,50%, 24% et 23,4%. Par contre, nous avons mis sur cette figure tout ce que nous avons enregistré, tous les différents syndromes et le suivi annuel, donc par semaine. Ici, le pourcentage de syndrome algique sur l'ensemble des consultations que vous pouvez voir en bleu ici, la courbe en bleu, sur l'ensemble des consultations était plus important durant la période de la période de mars, avril, mai. Donc, nous avons eu plus de cas qui ont commencé à partir du 28 mars jusqu'au 10 mai. C'est à partir de là qu'on a commencé à avoir une descente de la courbe. Et justement, à cette période-là, rien que ces 3 mois-là, donc le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai, représentent 41% des passages, ou du moins 41% des fièvres algiques dans toute l'étude. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment, nous nous sommes posé des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons remarqué qu'il y avait un pic et nous avons détecté une épidémie de rougeole dans 2 villes du Gabon. La rougeole est une maladie infectieuse, hautement infectieuse, et le virus de la rougeole appartient au paramyxovirus. Il est principalement caractérisé par voie respiratoire, transmis par voie respiratoire. Et c'est une maladie cosmopolitaine. Ici, nous avons sur cette figure les 2 endroits où les éclosions ont eu lieu, donc à OIM et à Libreville. À OIM, c'était au centre hospitalier régional, à Libreville, pareil. Les résultats obtenus pendant cette épidémie de rougeole, nous avons obtenu 79 cas suspects du 28 mars au 10 mai, comme je vous montrais tout à l'heure sur la courbe évolutive des consultations des syndromes algiques. À Libreville, spécialement, nous avons eu 14 cas suspects. Et sur les 14 cas suspects à Libreville, nous avons eu 6 cas positifs biologiquement. Comme vous pouvez le voir ici avec la répartition que nous avons faite. Donc, en Zayon, dans ce quartier, c'est là où se situait l'hôpital. Et c'est dans ce quartier où nous avons eu plus de cas, donc 11 cas. Et 4 cas étaient positifs biologiquement. Plus Aveya, le quartier d'Aveya. Le seul cas qui a été à Aveya a été positif. Et le seul cas qui était au quartier Lalala était aussi positif biologiquement.
Ensuite, nous avons OIM, spécialement, où nous avons eu 65 cas. Et dans les 65 cas, nous avons eu 10 cas positifs biologiquement. Comme nous pouvons le voir ici, l'hôpital se situe entre deux quartiers, donc Métui et Aquacam 1. Et dans le quartier Métui, tout simplement, nous avons eu 6 cas positifs sur 20 cas suspects et 2 cas positifs sur 11 à Aquacam 1 et 2 cas sur 17 à Mécom, voilà. Et donc, les syndromes qui étaient les plus représentés, la durée moyenne des symptômes était de 3 à 5 jours. Cependant, l'hospitalisation, elle a été requise pour 76% des cas. Donc ici, sur cette figure, nous voyons la proportion des fièvres. 86% des patients avaient une fièvre. Et les lésions cutanées, donc, qui étaient spécialement une éruption maculo-papuleuse, donc spécifique à la rougeole. C'est une éruption qu'un médecin ne peut pas passer outre. Donc, dans 95% des cas, tous les cas avaient majoritairement eu cette éruption cutanée. Donc, la toux était pour 33%, les conjonctives 41,5%, tout ce qui avait des signes digestifs était à plus de 15%, et le signe de Koplik, qui est pathognomonique dans la rougeole, était à 57% avec des symptômes respiratoires de 44,3%. Ici, sur cette figure, nous avons colligé tout simplement les cas suspects aux cas confirmés biologiquement. Et ici, en semaine 13, donc à partir du 28 mars, c'est la semaine 13, à partir du 28 mars 2016, c'est là où nous avons déclaré les cas. Et il faut préciser que Susimip, ce réseau, a déclaré l'épidémie 3 à 5 jours avant que le réseau national ne confirme l'épidémie. Donc ça a été un gain pour nous en termes de temps. Et le jour où nous, on commence l'action, c'est-à-dire quand on a commencé l'action avec le ministère de la Santé, c'est en ce moment que le réseau national confirme l'épidémie et nous, on avait déjà un pas d'avance parce qu'on avait déjà confirmé l'épidémie. Et sur cette figure, je tiens à préciser que nous avons envoyé les 30 premiers échantillons au laboratoire pour confirmation biologique. Donc, ce qui fait en sorte que ce ne sont pas les 79 cas suspects que nous avons testés biologiquement. Parce que tout simplement, les 30 premiers cas, compte tenu du temps, nous avons envoyé ces 30 premiers échantillons biologiques à l'Institut Pasteur au Cameroun pour analyse. Et lorsque les 30 échantillons ont été analysés, nous avons obtenu 16 cas positifs. Donc, ce sont les 16 cas que vous voyez ici en rouge. Et les 16 cas ont été répertoriés. Donc, 8 cas en semaine 14, 5 cas à la semaine 15, 2 cas semaine 16 et 1 cas à la semaine 17. Donc, pour conclure, cette étude montre que le suivi journalier, parce qu'on est parti sur des notifications journalières pour pouvoir faire en temps réel, permet de disposer d'informations afin d'estimer l'impact d'un événement local. Pas spécialement national, mais à force d'avoir des notifications journalières d'un centre de santé, d'un cabinet médical, d'un CHU, ça nous permettait de suivre l'évolution ou la dynamique d'une épidémie si elle a lieu. Notamment avec la démonstration de sa capacité à détecter l'épidémie de rougeole. Donc 2016, aussi je tiens à vous préciser, c'est des travaux que je n'ai pas mis dans cette présentation, compte tenu du temps. Le réseau Susimip cette année également a détecté une autre épidémie de rougeole dans le sud-est du Gabon, mais par contre dans 6 structures sanitaires cette fois-ci, au lieu de 2 structures sanitaires. C'est des travaux que nous sommes en train de publier, mais que je n'ai pas rajouté sur cette présentation. Également de comparer l'activité des services par rapport aux années précédentes, comme je le disais en début, et également d'améliorer la définition des seuils d'alerte pour pouvoir mettre en place des indicateurs d'activité.
L'une des limites de cette étude est que nous n'avons pas de données d'hospitalisation dans tous les centres sentinelles de cette étude. Et c'est un truc que nous sommes en train de mettre en place parce que, compte tenu que nous sommes aux urgences, donc nous recevons plus des patients des urgences à la suite. Nous savons juste s'il a été transféré, s'il est rentré à domicile ou s'il y a eu un décès. Donc la suite derrière, nous ne savons pas et c'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place pour avoir un suivi, savoir qui est décédé par exemple aux urgences et qui est décédé dans un autre service autre que les urgences. C'est-à-dire après le passage aux urgences, on aimerait quand même avoir une idée de quoi sont devenus réellement les patients. Et je tiens à préciser que dans cette étude, nous avons suivi tous les cas pour l'épidémie de rougeole. On n'a eu aucun décès, aucune forme grave n'était attribuable à cette épidémie. D'où l'enjeu actuel est de développer ce système dans tout le réseau national au niveau du Gabon. Et nous sommes en train de discuter là-dessus avec le ministère de la Santé pour pouvoir le faire. En conclusion, je veux dire que c'est un système récent, unique au Gabon, parce que l'autre système déclare les cas par semaine. Donc, en fin de semaine, c'est à ce moment que l'autre système déclare. Et on a une complémentarité de sources d'informations parce que nous n'avons pas spécifiquement donné des informations que nous voulons. Non. Nous voulons, premier critère, c'est fièvre. Fièvre, et au départ, nous avons cherché à enregistrer tout ce qui était fièvre, mais après, nous nous sommes aperçus que le réseau avait découvert tout ce qui était des syndromes diarrhéiques, par exemple, qui n'ont rien à voir avec un syndrome algique. Donc, cela a été un gros avantage. Et puis, la pertinence d'utilisation du téléphone mobile, c'est l'un des atouts de ce système. Aussi, il faut préciser que les textos, on n'a pas besoin d'Internet parce qu'on était parti sur plusieurs choses. Il y a certains médecins qui nous disaient non, mais je peux vous envoyer les données via WhatsApp, je peux vous envoyer les données par mail. Si, c'est vrai, ils pouvaient le faire puisqu'ils le faisaient quand ils donnaient des comptes rendus hebdomadaires. Mais le principal problème, c'est que en termes d'Internet, on n'avait vraiment pas besoin d'Internet. Il suffisait d'avoir le réseau national, la couverture nationale satellitaire pour envoyer un texto. Et la nécessité ensuite d'évaluer ce système plus tard avec le principal succès, je vais terminer par cela, le principal succès de cette étude est la participation volontaire des personnels de santé qui ont trouvé que c'était un travail super bien et super intéressant du moment où on ne leur rajoutait pas un travail en plus parce que c'est ce que les médecins nous posaient comme question au départ. Ok, tout ce que vous dites c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On leur disait vous n'avez rien à faire, c'est juste que vous continuez de faire votre travail et nous on prendra juste les données de votre travail sans pourtant vous donner de documents à remplir en plus et tout le reste. Tout ce que je viens de vous dire ici, ces travaux, vous les retrouverez dans des articles qui ont été soumis et qui vont bientôt paraître incessamment. Donc la détection de l'épidémie de rougeole en 2016, le développement et la mise en place du système de surveillance des maladies infectieuses. Et ça, c'est le troisième article, c'est celui dont je vous ai parlé, dont on ne met pas les travaux dans cet article, l'émergence de la rougeole chez des adultes et chez des enfants vaccinés. Tous nos cas ont été vaccinés. Ici, nous avons eu 139 patients qui ont été vaccinés au moins d'une dose du vaccin de la rougeole. Donc actuellement, nous sommes en train de faire, par rapport à cette étude, nous faisons la caractérisation du virus pour voir si le virus circulant passe encore avec le vaccin actuel. Sachant que la dernière caractérisation du virus de la rougeole a été faite en 1984 au Gabon. Donc actuellement, nous sommes en train de voir si le vaccin est-il encore bon pour le virus de la rougeole circulant aujourd'hui. Et puis, la dernière étude que nous avons faite, une surveillance épidémiologique en temps réel des syndromes fébriles uniquement dans le sud du Gabon. Je tiens ici à remercier Méditerranée Infection, ce sont eux qui m'ont accordé la bourse pour pouvoir faire cette thèse. Je remercie également le CESPA, l'unité CESTIM et le CIRMF. Merci d'avoir suivi ma présentation.